Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité du moment. Ce soir, on parlera essentiellement santé et ce sera pareil durant toute la période de combat contre cet invisible ennemi, même pernicieux virus, le Covid-19, cette maladie de la famille des coronavirus. Et justement, pour décrypter l'actualité liée à cette pandémie, je reçois pour vous, chez vous, professeur Yaya Karamoko. Il est virologue, docteur en biologie cellulaire et moléculaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Docteur Gabriel Siekoué, vous êtes agrothérapeute. Bonsoir et bienvenue. Merci. Docteur Diomandé Moussa Elias Farakan, vous êtes premier vice-président de la FIPME, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Enfin, nous avons Aristide Nkenda. Lui, il est journaliste, éditorialiste. Merci à vous, Aristide, d'être là. Bonsoir, Ali. L'actualité sanitaire toujours cristallisée par le Covid-19. Le nombre de personnes infectées ne cesse de grimper dans le monde. Jusqu'au moment d'enregistrer cette émission, la Côte d'Ivoire enregistrait près de 100 cas dépistés positifs, dont 3 guéris et aucun décès. Je vous propose d'écouter le professeur Aka Awele, ministre de la Santé. Ce mercredi, donc 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, on va l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. Heureusement, la Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect des mesures, nous référons ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Au titre des mesures, du respect des mesures, des consignes, devant les signes suivants: fièvre, toux, courbature et ou difficultés respiratoires, il faut contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101 et le 125. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons de façon efficace contre la pandémie. Chers invités, en 2 semaines, la Côte d'Ivoire est passée de 0 à 96 cas, de quoi susciter évidemment, naturellement, beaucoup d'angoisse chez la population. Professeur Yaya Karamoko. Oui, effectivement, nous avons vu du premier cas à 96 cas aujourd'hui. Il faut dire que cette flambée a un profil épidémiologique, on l'a vu partout, qui est un peu explosif, c'est-à-dire il y aura un démarrage et après, puisque c'est à partir des cas existants que d'autres cas vont arriver, à un moment, ça va s'accélérer. Ça, c'est fondamental, c'est sa nature. L'objectif, ce qui doit nous unir aujourd'hui, c'est comment minimiser cette progression rampante pour ne pas qu'elle soit hors de contrôle ou dépasse les capacités nationales. Et comment on arrive justement à minimiser? Pour minimiser, c'est qu'on ne méprise pas ce qu'on nous a toujours répété comme mesure au début de cette crise-là. C'est un virus qui est enveloppé. Un virus enveloppé a une faiblesse, c'est qu'il ne peut pas lui-même durer dans l'environnement en dehors des organismes humains. Et l'enveloppe, qu'est-ce que c'est? La nature de l'enveloppe des virus, c'est un lipide, c'est-à-dire c'est une huile.
le savon détruit les huiles. C'est pourquoi quand je me lave la main au savon, et l'alcool aussi démonte les huiles. Quand j'utilise le gel hydroalcoolique, voici un virus qui allait se reproduire de personne en personne. Je coupe le chemin de celui-là avec les autres mesures barrières, d'isolement, de quarantaine, selon ce qu'on va dire. C'est comme ça qu'on va réduire l'impact et contrôler ce qui va s'imposer à nous après. Mais quand vous dites que c'est un virus enveloppé, les virus enveloppés ne résistent pas suffisamment. On a entendu des thèses selon lesquelles le virus peut vivre pendant 4 heures, pendant 5 heures, selon les surfaces sur lesquelles il est posé. Oui, justement, quand ça va dans un postillon, il est un peu protégé par un peu d'humidité qui lui permet de tenir un certain temps. Le virus non enveloppé, c'est par exemple le polio. Le polio peut être excrété par un enfant contaminé, aller dans les eaux usées, passer 3 mois dans les eaux usées avant de contaminer un autre enfant. Ce n'est pas ce genre de virus-là. Alors aujourd'hui, je souhaite qu'on parle aussi du taux de létalité, pour ainsi dire le taux de mortalité, c'est bien cela. Alors partout dans le monde, l'angoisse monte. Est-ce que ce virus-là, finalement, il n'y a pas trop de communication autour des effets néfastes plutôt que sur les cas de guérison? Est-ce qu'il ne faut pas communiquer aussi sur le nombre de personnes guéries? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que communiquer sur le côté négatif du coronavirus, c'est très anxiogène et même contribue à fragiliser davantage la population. Si quelqu'un a un mental suffisamment fort, il résistera mieux à l'attaque du coronavirus. Je pense qu'on gagnerait à communiquer sur les côtés positifs de toutes les actions qui sont menées. On gagnerait à conseiller les populations sur ce qu'il faut faire pour essayer de rendre plus difficile le parcours du virus en prenant, comme on nous le conseille, hein, et surtout en prenant sur soi-même les moyens de pouvoir se protéger soi-même. Et tout à l'heure, nous allons y arriver, mais je pense qu'il est très important qu'on puisse expliquer à nos populations que ce n'est pas fatalité, il y a quelque chose à faire pour ne pas attraper le Covid-19. Alors, oui, professeur, vous voulez réagir? Sur le taux de létalité, c'est-à-dire la mortalité liée qu'on peut observer chez les personnes infectées, ce virus a une caractéristique qui fait la différence avec son cousin qui est le plus connu, le plus proche de lui, le SARS de 2000, le virus, le SARS-CoV de 2002. Celui-là avait un taux de létalité qui pouvait aller jusqu'à 8%, 8 à 10%. Alors que le SARS-CoV-2, qui est responsable du Covid-19, a un taux de létalité qui, bien sûr, varie un peu selon les contextes, peut aller de 1,5 à 3%. Pas plus? Ça peut aller de 1,5 peut-être à plus si certains soutiens ne sont pas disponibles. Par exemple, ceux qui reçoivent quand même des soins médicaux, même si ce sont des traitements symptomatiques, c'est un appui pour réduire ce taux de létalité. C'est pour comprendre quoi? C'est-à-dire avec les systèmes, la réponse des gouvernements, la coopération, une meilleure compréhension. Ce virus, on peut avoir après les infections plus de 98% de survie à l'infection. Donc l'autre combat, qui est le combat principal actuellement du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire, c'est de coopérer ensemble pour que ces 2%-là ne se retrouvent pas nombreux ou bien qu'on n'en trouve même pas si la flambée est quelque peu maîtrisée. Pour ne pas que, par exemple, Ebola a un taux de létalité qui peut aller de 40% à 50%. On n'est pas dans ce genre de cas-là. C'est-à-dire si quelqu'un est positif, sa vie n'est pas immédiatement menacée. Mais ce qu'il faut comprendre, cela peut entraîner des mortalités autour de 3 à 2% ou bien même 1,5%. Mais l'autre caractéristique du virus, ça se transmet très facilement. Et son affinité, avec la porte d'entrée qu'il y a dans le corps de l'homme, lui, son affinité est 10 fois plus que celui de son cousin, le SARS de 2002. Donc, c'est moins de létalité, mais ça se répand très facilement si on ne barre pas le chemin avec les mesures barrières. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que Ebola est plus dangereux que le Covid-19? Pour une personne infectée par Ebola, il a presque 50% de chances de survivre
dans la situation sanitaire et médicale d'avant l'épidémie d'Afrique de l'Ouest. Après l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, ça a été l'occasion de mieux étudier ces virus, de lancer des projets de vaccins et de traitements qui ont eu le temps de mûrir aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu nous en préserve. En cas de retour d'Ebola, comme il y a actuellement une épidémie en RDC, on a des vaccins, on a des traitements, on a des vaccins même si... On est mieux préparé. On est beaucoup mieux préparé aujourd'hui pour répondre à Ebola. Alors, je propose qu'on fasse connaissance de façon plus approfondie avec le coronavirus. Nous avons, pour vous, choisi un message du gouvernement français qui passe sur pas mal de chaînes de télé en France, qui indique que le coronavirus peut se guérir suite à un repos. Je propose qu'on suive cette vidéo et on en parle juste après. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Alors, dans cette vidéo, on vient de nous indiquer que la maladie se guérit généralement avec du repos. Après, il peut y avoir d'autres signes qui peuvent arriver. Comment ça se fait? Quelqu'un qui est malade, qui a chopé le Covid-19, à force de repos, peut se rétablir? Oui, quand on a parlé de guérison pour près de 98% des personnes infectées, c'est en fait la défense de l'organisme qui est le système immunitaire qui est au front avec le virus. C'est-à-dire l'organisme ne laisse pas le virus faire tout ce qu'il est programmé de faire, s'oppose à l'infection virale par les mécanismes que le système immunitaire a, la sécrétion d'interférons, des systèmes complexes pour pouvoir cerner l'infection. Et dans la majorité des cas, le système immunitaire, lui, pourra réagir dans la majorité des cas. Voici pourquoi il ne faut jamais, s'il y a des symptômes, il ne faut pas négliger de solliciter les professionnels de santé. Ça, il ne faut pas le faire, mais il se trouve aussi que dans plus de 50% des cas, on peut se retrouver avec des symptômes tellement légers ou bien même dans quelque chose de presque asymptomatique. Donc, quand la maladie n'est pas grave, les professionnels de santé vont utiliser des traitements en fonction des symptômes qui se présentent. Si c'est de la migraine, de la fièvre, ils vont donner des traitements qui ne traquent pas spécialement le virus, mais qui, en attente, laisse plus de temps au système immunitaire lui-même d'éliminer le virus. C'est de ça qu'on parlait juste avant le spot, en disant que l'organisme, le système immunitaire a une certaine réponse qui limite les mortalités, en fait. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer, finalement? Oui, il n'y a pas lieu de paniquer, mais il y a des choses à faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de négliger. D'abord, la première des choses qu'on va toujours rappeler, c'est de tenir à ces mesures barrières pour que le nombre de personnes, vraiment l'assiette ne s'élargisse pas, les dénominateurs d'un faible pourcentage ne s'élargissent pas. Et en plus de ça, pour pouvoir bénéficier de ce qui est annoncé comme caractéristique du virus, il va falloir faire attention à son équilibre aussi, à son système immunitaire, se méfier dans cette période des choses qui peuvent affaiblir le système immunitaire. Une de ces choses, il y a des gens que le Covid-19 a entraîné à l'abus d'alcool, à l'alcoolisme. Donc, en consommant des alcools frélatés, censés être trop concentrés, ceux-là vont affaiblir justement le système immunitaire et non toucher le virus dans le corps. Docteur Gabriel, vous voulez réagir? Alors, je voudrais ajouter simplement que c'est ce que je disais la dernière fois dans notre dernière émission. L'immunité est au premier rang de la lutte. Il faut compliquer la tâche au virus. Et quand on parle de repos, c'est tout à fait normal. Quand on se repose, l'organisme rentre dans un état qu'on appelle le métabolisme basal. C'est-à-dire qu'il va dépenser moins d'énergie. Et en dépensant moins d'énergie, il va en économiser plus. Ce qui va contribuer à renforcer le système immunitaire. Parce que c'est à partir de l'énergie
que l'organisme va fonctionner. Donc le cerveau, il va connaître un équilibre mental, ce qui va réagir sur l'ensemble des systèmes, de toutes les fonctions de l'organisme, y compris la fonction immunitaire. Et donc quand l'immunité gagne en qualité, le virus, il va prendre du recul et comme il ne peut pas pénétrer l'organisme, comme disait tout à l'heure le professeur, il va mourir parce que son temps de vie est compté. Donc le repos est quelque chose d'essentiel. Le repos est quelque chose d'essentiel, mais quand on se repose, il faut savoir ce qu'on mange aussi. Parce qu'on ne peut pas manger n'importe quoi pendant le repos et puis espérer avoir une immunité qui s'élève, qui puisse nous permettre de vaincre le Covid-19. On reviendra à vous sur cette question. Oui, je voulais juste Aristide. dire, Ali, que vous avez suivi depuis le début de cette pandémie qu'on parle de discipline. Même le discours du chef de l'État, il est revenu là-dessus en parlant de la discipline. La discipline, c'est la seule chose qui peut se rendre possible l'impossible. Quand on parle du repos, quand on parle du changement des habitudes alimentaires, tout ça, c'est la discipline. Donc, ce monde ne sera plus le même après le Covid-19, après la pandémie de la maladie à coronavirus. Simplement pourquoi? Parce que on amène les gens à se rediscipliner. On est en train de reconstruire le système des valeurs. Et vous voyez que les gens ont du mal à s'acclimater parce que les gens sont habitués à une société où on ne dit pas la vérité, où on fait du désordre. Donc on amène les gens, même dans le confinement, à revenir à des fondamentaux d'ordre. Parce que les gens vont réapprendre à vivre en famille, les gens vont réapprendre à manger, comme dit le docteur Gabré. Et c'est dans l'alimentation, justement, qu'on retrouve le renforcement des capacités immunitaires. Donc, on ne peut vaincre le virus que si on est discipliné. Et si on n'est pas discipliné, malheureusement, on n'aura que nos yeux pour pleurer après. Alors, chers téléspectateurs, entre autres idées ce soir, c'est de dire le coronavirus, c'est certes une réalité, et il y a des personnes qui en meurent, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Surtout rappeler qu'il faut faire preuve de vigilance et ne pas faire preuve de négligence, comme ce jeune Ivoirien qui vit en Italie, qui lui est au cœur de la pandémie, qui lance un appel à ses frères ivoiriens, qui en appelle à plus de vigilance et à moins de négligence. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir, bonsoir. Je suis Serge Anderson Gobolo et je vis en Italie, précisément dans la région Lombardie, au nord de l'Italie. Et c'est la région la plus touchée par le virus corona, le Covid-19. Et je dis déjà merci à la nouvelle chaîne ivoirienne, NCI, pour cette lucarne qu'elle me donne pour vous partager un peu ce que nous vivons ici. Ici en Italie, la situation est critique. Nous sommes déjà à plus de 40 000 contaminés et 3 400 personnes qui ont perdu la vie. C'est déplorable. C'est un bilan qui est lourd et par jour, nous perdons plus de 400 personnes décèdent. Hier, nous étions déjà à 427 personnes qui ont perdu la vie hier. Et aujourd'hui, le bilan encore sera lourd. Pour vous dire de ne pas prendre la chose à la légère. Respecter simplement les mesures recommandées par les autorités. Vous savez, ici, nous avons négligé les choses. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Nous payons le prix fort parce que tout est fermé. Tout est fermé. Tous les commerces sont fermés. L'économie va au ralenti parce que tout est fermé. Quand je vous dis tout est fermé, nous sommes en quarantaine. Et même pour sortir, nous devons avoir une autorisation. Voilà, à partir de la semaine prochaine, l'armée sera déployée sur tout le territoire italien pour essayer pour les contrôles, pour certains récalcitrants, pour des personnes encore, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui, malgré le bilan qui est assez déplorable, qui est assez lourd, il y a des personnes qui ne respectent pas les consignes de sécurité sanitaire. Et c'est très simple, c'est des consignes basiques, se laver les mains, éviter de saluer les personnes, de serrer les mains. Les ambassades, non, c'est fini. Nous devons essayer de changer notre mode de vie
pour essayer pour combattre ce mal, parce que c'est vraiment difficile. Ici, nous travaillons en smart, à domicile. Nous ne sortons plus carrément. Pour aller même faire des emplettes, c'est peut-être une personne par famille qui a l'autorisation d'y aller. Pour dire que la situation est critique. Et donc, je voulais vraiment vous exhorter à respecter les consignes qui sont données par les autorités. Il est réel. Et il ne touche pas que les classes défavorisées. Non. Aujourd'hui, ici en Italie, nous avons des présidents de partis politiques qui sont atteints. Nous avons des gens qui sont nantis, qui sont atteints. Cette histoire-là concerne tout le monde. Nous venons d'entendre Serge Anderson Gobolo, un jeune Ivoirien qui vit en Italie. On retiendra qu'il faut éviter la légèreté. Est-ce que vous avez une idée de comment l'Italie en est arrivée là, à avoir un taux de létalité aussi important? Est-ce qu'il faut craindre que les pays africains comme la Côte d'Ivoire atteignent ce niveau-là? Ce que je peux dire dessus, c'est que l'Afrique a une opportunité. C'est une épidémie d'un virus inconnu, d'un virus qui n'était pas connu et dont certaines caractéristiques sont en train de se découvrir. Donc, les dégâts faits par le Covid-19 en Asie et en Europe devaient produire des connaissances dont l'Afrique doit profiter. On a vu ce que le respect des mesures barrières, on revient dessus, a pu entraîner, ou bien le non-respect a pu entraîner, comme au début en Italie et dans d'autres pays. À nous de profiter de ces connaissances, de ne pas passer forcément par ce chemin, de privilégier ce qui peut payer. Ce qui peut payer ici, c'est la discipline, le respect des mesures, et ensuite les choses qui peuvent accompagner vont arriver. Mais pouvoir profiter dans cette crise-là de ce qui a pu arriver ailleurs, c'est la meilleure opportunité pour l'Afrique. Profiter des connaissances produites ailleurs. Docteur Diomandé, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes vice-président de la FIPME, on l'a dit. Un pays comme l'Italie, un pays capitaliste comme l'Italie, qui ferme presque tout, c'est un véritable manque à gagner sur l'économie. Tout à fait. Pour nous, opérateurs économiques, le Covid-19 a des conséquences dramatiques sur le business, c'est clair et c'est net. Et nous pensons qu'il ne faut pas rester dans la psychose de la peur. Voilà. La vie est ainsi faite. On va faire face à d'autres crises. Il y a des crises qui viendront. Mais ce qu'il faut faire, c'est l'anticipation. Je pense que la crise du Covid-19 pour les pays africains, ça doit nous amener à réfléchir autrement. C'est un accélérateur de changement. Changement dans la production de la connaissance. Très important pour le secteur de la médecine. Est-ce que notre médecine reste une médecine de soins, simplement, ou une médecine de recherche, une médecine qui va pousser la réflexion? Mais on a des chercheurs chez nous. Je me pose... Bon. Est-ce que vous mettez un doute sur leur recherche? Non, je ne mets pas en doute. Vous les invitez à plus de recherche? Je les invite à plus de recherche, à regarder le monde autrement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas toujours... La Côte d'Ivoire doit proposer des solutions par rapport au Covid-19. C'est vrai que nous avons l'expérience, on a des approches empiriques, on parle de ce qui s'est fait ailleurs. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous proposons aujourd'hui par rapport à notre contexte, qui est différent du contexte asiatique, qui est différent du contexte américain? Est-ce que nous avons... Ce dont on parle aujourd'hui, on parle de chloroquine, on parle de chlorophylle. On entendra Dr Govray tout à l'heure. Je pense que la Côte d'Ivoire doit tirer les leçons de tous ces éléments, surtout dans sa recherche, à tous les niveaux. Et une fois cela, comme je l'ai dit au départ, c'est que nous devons vivre et penser à l'après-Covid-19. Et penser à l'après-Covid-19, c'est dire qu'est-ce qu'on fait après. Parce que le Covid-19, les entreprises aujourd'hui s'arrêtent un peu partout. Il y a des conséquences dramatiques, les chaînes de production s'arrêtent. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour nous, il faut soutenir les PME. Il faut les aider à être résilients. Il faut les aider à
faire des propositions pour apporter des solutions au secteur de la médecine, parce que la médecine à elle seule ne peut pas apporter des solutions. Il faut de la recherche, comme je l'ai dit, de la recherche incrémentale à partir de start-up dans ce domaine qui vont faire des recherches, des analyses et porter ces analyses-là aux professeurs qui vont les tester, qui vont... Voilà. Donc, il y a une complémentarité à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du business, comme je l'ai dit tantôt, les PME souffrent parce qu'il faut fermer les entreprises. Avec les mesures du gouvernement, il faut fermer les entreprises. Alors, si vous fermez les entreprises, ça veut dire que vous n'avez pas d'activité ou votre activité est au ralenti. Dans un reportage qu'on a réalisé d'ailleurs dans la semaine, vous indiquiez dans une interview que vous avez accordée que les chiffres d'affaires n'existent plus. Oui, mais quand vous fermez une activité, lorsque le président de la République décide de fermer les restaurants, décide de fermer, de lever l'état d'urgence. Voilà. Ça pose des problèmes parce que ces activités, c'est des PME, elles ne vont plus fonctionner. Et si elles ne fonctionnent pas, elles n'auront plus de clients. Si elles n'ont pas de clients, elles n'auront pas d'argent. Mais l'État ne ferme pas la PME de gaieté les cœurs. C'est bien à cause de la situation. On est d'accord, C'est pour protéger aussi les travailleurs, les chefs d'entreprise que vous êtes. Oui, mais on est d'accord pour cela. Mais nous disons, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que vous proposez que l'État fasse? Ce que nous proposons, déjà dans l'immédiat, il y a des conséquences. Et ces conséquences, c'est que l'État prenne des dispositions pour ne pas que le taux de production soit complètement anéanti. Et que la PME ne puisse pas repartir. Et pour ne pas qu'elle repartisse, parce que quand une PME ne peut pas fonctionner, c'est quoi? Quand elle est endettée, qu'elle ne peut pas payer les impôts, qu'elle ne peut pas payer la CNPS, qu'elle ne peut pas payer sa dette au niveau de la banque, qu'elle ne peut pas payer sa dette fournisseur, elle se retrouve dans quelle situation? Elle se retrouve dans une situation de cessation de paiement. Cessation de paiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir du chômage, des licenciements. Et qui dit licenciement? Il y a une conséquence sociale. Les populations vont vivre dans une situation difficile, ne pourront pas faire face à leurs besoins, à leurs difficultés au quotidien. Donc tout cela pose plein de problèmes. Pour nous, concrètement, l'État doit permettre à ces PME qui sont touchées directement de ne pas tout de suite payer les impôts. On pourra payer les impôts après, lorsque la situation va se normaliser. L'État doit regarder comment ceux qui doivent aux PME, je parle des grandes entreprises, ces entreprises détiennent il y a de la dette vis-à-vis des PME. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer cette dette-là. Il faut payer. Il ne faut pas attendre 90 jours, il ne faut pas attendre 120 jours. Même si ces dettes ne sont pas arrivées à maturation, il faut régler ces dettes. Ça va permettre aux PME d'avoir de la trésorerie. Et une fois qu'elles auront de la trésorerie, elles peuvent maintenir, payer les salaires, payer les charges. Voilà des propositions concrètes. Et également, je voulais dire aux banques, beaucoup de PME ont des traites. Beaucoup de PME ont des crédits bail, ont des financements honorés. Mais si aujourd'hui, elles ne payent pas, il va y avoir des taux d'intérêt à payer. Et ces taux d'intérêt, comment ils font? Vous pensez que l'État peut réguler ces questions-là? C'est administratif, simplement. À l'État de dire, voilà, nous, on vous demande spécialement, pour les impôts, on vous demande, ceux qui sont touchés directement, on leur demande de payer ces impôts dans 2 ou 3 mois quand la situation va se normaliser. On va leur demander, par exemple, à la CIU, à la SODECI, pas de supprimer, d'annuler complètement les factures, mais de dire les factures, on va les payer quand la situation va s'améliorer, parce qu'au niveau de ces compagnies-là, il y a des hommes qui travaillent, il y a des Ivoiriens qui travaillent. Donc, c'est des vrais sujets à traiter. Mais justement, le président de la République a indiqué que le chef du gouvernement devrait lui faire des propositions sur l'impact économique de cette crise sanitaire engendrée par le Covid-19. Donc, c'est certainement des propositions qu'il faudra faire au chef du gouvernement. Aristide, vous voulez réagir? Oui, je voulais seulement dire, Ali, que tout à l'heure, le professeur Yaya Karamoko a parlé d'opportunités. Et justement, l'opportunité arrive souvent dans la vie des hommes sous la forme d'un drame. C'est pour ça que les gens ne voient pas cette opportunité. On parle justement de changement de paradigme. Et tout à l'heure, le docteur a parlé des solutions empiriques. Il y a aussi des solutions endogènes. C'est la première fois qu'une autorité de premier plan, dans son discours, dans un cas de crise, invite tout le monde à participer et invite même les tradipraticiens. Donc, quand il parle de solutions empiriques, c'est qu'il y a des solutions endogènes. Maintenant, s'agissant des solutions économiques, vous avez vu quand vous lui posez la question, c'est difficile puisque ça nous arrive là, comme ça, comme un couperet. Alors que
justement, il faut changer de paradigme à partir de cette situation et faire en sorte que c'est l'occasion pour les hommes politiques, hein, dans leur entièreté, de faire des propositions d'anticiper. Dans un cas pareil, le débat est intéressant. Il faut que les hommes politiques s'asseyent et qu'on oublie qu'on est de droite, de gauche, qu'on s'asseye, qu'on se concerte et qu'on propose des choses. Vous avez vu que le G20, de façon virtuelle, a travaillé et a proposé 5 000 milliards de dollars pour injecter dans l'économie. Et il y a même la presse française qui dit, d'où sort cet argent? Est-ce que les arbres fabriquent maintenant de l'argent? C'est juste pour dire quoi? En situation d'urgence, il faut des propositions d'urgence. Donc, c'est une opportunité pour que les politiques s'asseyent, au lieu tout le temps de parler simplement de politique. Voilà une situation concrète où on peut s'asseoir et partager des idées dans le sens de l'intérêt général. Et justement, docteur Diomandé, est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, en tenant ce discours-là, que vous vous mettez dans la posture, vous en tant que chef d'entreprise, en tant que PME, d'éternel assisté? On attend toujours tout d'un État-providence. Quelle serait finalement, vous, votre contribution dans la lutte contre le Covid-19? Mais notre contribution est là. Déjà, nous payons, si l'État aujourd'hui a les moyens pour lutter contre le Covid, c'est parce que nous payons bien des impôts. Oui, c'est les impôts qui alimentent l'administration. Donc, les contributions sont là. Notre contribution... Mais là, vous demandez un allègement fiscal. Mais nous demandons un allègement fiscal, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir payer. C'est une réalité que nous vivons. Donc, le fait de demander cela, c'est tout à fait normal. Après, quand les activités vont reprendre, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut contribuer, plus on gagne de l'argent. Mais pourquoi attendre que les activités reprennent? Déjà là, on a besoin de cache-nez, on a besoin de gel hydroalcoolique, on a besoin de pas mal de choses de première nécessité. Vous pourrez apporter votre contribution, puisque vous êtes des créateurs de richesses. Oui, mais nous le faisons. C'est-à-dire apporter des gants, il faut avoir déjà de la trésorerie. C'est très important de comprendre cela. Tout tourne autour de ce même paradigme qui consiste à avoir de l'argent à un moment donné pour travailler. C'est cela. Je pense que vous posez un problème, vous dites à l'État de compter sur des individus. Non, dans un État... nous, on pose juste la question. Mais non, on vous répond aussi, on vous répond. Absolument. On dit que l'État, c'est la prospective, c'est de se dire que, voilà, nous allons avoir des catastrophes. Ces catastrophes, ça peut être l'inondation, ça peut être un autre virus dans quelques temps. Qu'est-ce que je fais avec ma recherche? Comment je mets mon administration en place? Comment je m'organise pour apporter des solutions, cela au niveau administratif et tout? Voilà, le problème, c'est vrai, il y a de l'argent. L'État ne va pas vous dire que l'État ne peut pas vous dire que nous n'avons pas d'argent. Si, l'État a de l'argent pour faire face à cette crise. Mais ce que nous disons, il faut continuer à vivre, il faut permettre aux entreprises de repartir tout de suite pour que la chaîne de production ne s'arrête pas, parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on va faire? En restant à la maison, on ne travaille pas, on fait quoi? Parce que, je vous dis, M. Ali, si nous restons dans cette approche, dans la psychose, qu'est-ce qui va arriver? On n'aura plus de matières premières pour approvisionner nos unités de production. On ne pourra plus alimenter les marchés, même si on nous fait croire que les marchés, on va continuer à les approvisionner, mais c'est quelqu'un qui travaille. Donc il faut que le travail continue. Il faut qu'il puisse acheter des intrants pour travailler, pour produire, pour continuer à alimenter les marchés. Il y a la logistique, il y a tout ça. Une économie, il y a beaucoup de choses. Vous avez la conception du modèle économique, vous avez l'offre de services, vous avez la production, vous avez la commercialisation, vous avez le marketing, vous avez la normalisation. Tout ça se met en place progressivement. Donc si tout s'arrête, ça pose un problème. Alors, répondre à votre question, quand vous dites qu'est-ce que le secteur privé fait, le secteur privé apporte des contributions. Nous, aujourd'hui, au niveau de la plateforme des petites et moyennes entreprises, nous avons donné des solutions d'allègement au gouvernement. Nous n'avons pas demandé d'argent au gouvernement. Nous avons dit au gouvernement, prenez des mesures administratives. Demandez aux banques de ne pas rejeter nos découvertes. Demandez aux banques d'accepter nos traites. Nous avons demandé au gouvernement momentanément d'accepter qu'on paie les factures plus tard. Mais c'est du concret. Voilà, ça c'est... Dans d'autres pays, l'État a sorti de l'argent. Tout de suite, en France, ils ont sorti de l'argent. Vous dites, on va payer pour toutes les PME qui ont perdu 75% de leur chiffre d'affaires, on leur donne 1 500 €. Mais non, nous, on n'a pas demandé cela. On a demandé simplement d'aider les PME, de prendre des mesures administratives, d'expliquer aux banquiers qu'ils doivent jouer le jeu, qu'ils doivent aider le gouvernement dans ce travail. Nous demandons aux grandes entreprises
aux entreprises qui sont dans le secteur de l'eau, dans le digital, dans la téléphonie, de payer les factures aux PME, de payer les factures. Voilà, c'est concret. Très bien. Professeur, vous voulez réagir? De votre discussion, je vois qu'actuellement, le pays profite de ce qu'il a pu avoir comme capacité en sciences technologiques et innovation. La leçon qu'on peut tirer aussi de cette crise et qu'il faut tirer même dès maintenant et changer un peu de paradigme, c'est de renforcer l'innovation nationale, la recherche-développement aussi au niveau des entreprises, parce que si on a dit que nous devons profiter de l'expérience des autres, mais ce n'est pas le contexte des autres, il va falloir adapter certaines réalités et les contextualiser à nos limites, selon nos limites. Donc il va falloir que ces connaissances produites-là soient réadaptées. Cela va demander de nous beaucoup d'innovation et l'innovation est beaucoup plus actuellement centrée au niveau de la recherche publique. Au niveau de la recherche publique, la recherche-développement, au niveau des PME qui appellent aussi à la même chose. Donc on va dans le même sens et je pense que dans le discours du chef de l'État, c'est vrai que c'est l'aspect sanitaire qui a la priorité absolue actuellement. Mais il a été clairement identifié qu'il faut faire attention aussi à l'appareil de production, à d'autres effets qui ne sont pas sanitaires. Quand j'écoute aujourd'hui le docteur Diomandé, je sens que cette mission qui a été confiée au Premier ministre promet, il y aura beaucoup de propositions et on espère bien qu'elle va sortir de cela des solutions pour maintenir l'appareil de production et sans nous détourner de l'objectif, la priorité absolue actuelle qui est sanitaire. Avant d'aller un peu plus loin dans le débat, c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques minutes. Retour sur le plateau de NCI 360. Chers invités, tout à l'heure, vous indiquiez que l'avènement brusque de cette crise de coronavirus a mis à nu beaucoup d'insuffisances dans notre système. On n'était pas préparé à ce genre de crise sanitaire. Aristide Nkenda. Oui, et effectivement, surtout qu'on n'était pas préparé et qu'on a été pendant longtemps pris en otage par des sujets politiques. Si ce n'est pas la politique, c'est le sport. Tout le monde s'érige en politique. C'est des gens qui sont spécialistes dans le classement de l'équipe nationale de football masculin. C'est des spécialistes. C'est des sujets qui nous ont pris en otage durant longtemps. Et tout à l'heure, quand le docteur Diomandé parlait, on a bien compris que normalement, dans une telle crise, ce sont les PME, si elles étaient bien outillées, qui seraient en train de contribuer. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes PME qui demandent à l'État de comprendre leurs propositions. C'est dû à quoi? C'est dû aussi au fait que désormais, en changeant de paradigme, il faut investir dans l'innovation, dans la technologie et prendre en compte ce que le président de la République a dit, parce que tout à l'heure, le professeur Yaya Kamoko parlait de la recherche dans le secteur public, mais il y a aussi la recherche dans le secteur privé. Et il y a des solutions endogènes qui sont proposées. Quand le président de la République prend le courage de dire qu'il interpelle, qu'il appelle tout le monde, y compris les tradipraticiens, ça veut dire qu'il y a des solutions endogènes qui existent, qui doivent être prises en compte. Donc, vraiment, c'est une... Je ne dirais pas, c'est plutôt une question que je pose. Est-ce que le coronavirus n'est finalement pas une chance pour que l'Afrique puisse prendre la parole? Alors, bon, ça c'est une question que vous posez. Je ne sais pas si les invités voudront se prononcer là-dessus. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, au-delà même de la Côte d'Ivoire, certaines grandes démocraties également n'étaient pas préparées à cette pandémie, notamment certains pays comme la France, qui ont vu leur capacité d'hospitalisation tout de suite... comment? Débordé, exactement, débordé par la situation. Oui, ça, il faut le dire. Effectivement, quand Aristide parlait de préparation, le virus, c'est quelque chose ici de nouveau et qui a créé une pandémie. Et à ce que je sache, il y a des pandémies qui vont de façon plus lente, comme la pandémie du VIH-Sida, mais une pandémie explosive depuis 2018. Depuis 1918, d'ailleurs, je pense qu'on n'en connaissait pas. Ça a montré que des États développés, industrialisés, qui sont reconnus
pour leur système de santé publique très avancé. Quand, imagine la ville de Paris avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris, avec des grandes structures hospitalières comme Bichat, Necker, s'est retrouvé à déployer des hôpitaux militaires de campagne. C'est dit que la préparation face à certaines épreuves sanitaires, c'est quelque chose de relatif. Et malgré cette différence de préparation, l'Afrique doit se dire que si ceux qui ont plus de moyens ont été débordés, il n'est pas obligatoire qu'avec nos moyens matériels limités, nos moyens financiers, même nos ressources humaines limitées, on subisse forcément pire que cela. Si nous savons tenir compte de ce qui a été observé ailleurs, d'adapter nos moyens aux réalités de notre terrain, de faire attention aux leçons apprises ailleurs, nous devons nous mettre dans une posture positive, pas forcément pessimiste, mais sans baisser la garde, lutter ensemble cette innovation dont on parlait, que cela vienne des chercheurs du milieu public ou bien des innovations. On a vu des jeunes ferronniers qui ont vu par exemple faire des systèmes qui permettent de prendre du savon sans toucher, etc. Il faudrait qu'on aille avec plus d'innovation endogène de telle sorte que ce qui est annoncé n'arrive pas. Le message de l'OMS, c'était une mise en garde, c'était une recommandation. Faites en sorte que cette catastrophe n'arrive pas en Afrique. Et ça ne sera pas proportionnel aux moyens. Ce n'est pas parce que le nombre de lits d'hôpitaux, c'est très effrayant. Si ceux-là, ils avaient tel nombre de lits de réanimation, il y a combien de lits de réanimation à Abidjan? Ne voyons pas les choses comme ça forcément, parce que pendant qu'on est en train de s'emballer dans l'angoisse, dans la peur, on est un peu paralysé, les communications passent plus difficilement, on devient pessimiste, et je reviens aux mêmes fameuses mesures barrières. Pas de rassemblement de plus de 50 personnes, arrêter de se saluer en serrant la main, utiliser de l'eau et du savon ou bien du gel hydroalcoolique là où on n'a pas l'eau et le savon. C'est des choses importantes qui vont nous aider à ce que ce continent soit celui qui va avoir le moins de mortalité dans cette crise, dans cette pandémie. Nous devons y travailler, garder le cap sur cela. Ça nous demande tous d'aller au-delà de nos de voir dans le fond de nos aptitudes, de surtout coopérer et surtout de l'ordre. Parce qu'il y a un esprit qui se pose un peu dans la lutte. Dans la lutte, le gouvernement a le lead, comme partout, c'est une crise sanitaire. Mais il y a des attitudes qui ne sont pas productives. Être vraiment des spécialistes de ce qui ne va pas, il y a les critiques qui aident, mais il y a un certain type d'esprit de critique qui est en train de se répandre avec la facilité d'expression que donnent les réseaux sociaux. Il faut savoir un peu raison garder. Quand on est dans un véhicule, tout le monde ne peut pas conduire à la fois. Si le chauffeur, vous le jugez moyen, ou bien il a des aptitudes, ou bien un style de conduite qui n'a pas forcément votre assentiment, mais mieux vaut le laisser faire ce style de conduite, sinon l'interpeller, le tirer dans tous les sens, ça ne va pas s'apparenter à des conseils, ça va s'apparenter comme quelque chose qui va amoindrir l'impact des messages qui viennent de la santé publique envers la population pour qu'on puisse éviter la catastrophe. Nous devons coopérer malgré les différences de vues au maximum pour pouvoir limiter cette catastrophe-là. Docteur Gabré? Je constate finalement que le discours que nous tenons est le même ici qu'en Occident. C'est-à-dire que malgré les moyens énormes, on n'arrive pas à bout du coronavirus Covid-19. C'est pourquoi je pense que, et je le dis souvent dans mes conférences, que devant n'importe quelle situation, que ce soit une situation économique, une situation de développement, nous devons être capables de proposer des solutions à partir de ce que nous sommes, à partir de notre culture. Quand on veut envoyer des véhicules, par exemple en Afrique, on dit on tropicalise les véhicules. Quand on veut envoyer des machines, on tropicalise les machines. Je pense que nous, les intellectuels et les politiques, nous devons être capables de tropicaliser notre démarche. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à la lumière de ce qui se fait ailleurs, il faut que nous soyons capables d'adapter ce qui se fait ailleurs qui est bien à notre réalité selon notre culture. Je pense que cela peut nous aider aujourd'hui dans la situation actuelle à faire en sorte de protéger la plus grande partie de la population en tenant un discours responsable
comme l'a fait le chef de l'État, à qui je dis merci parce que c'est la première fois que ça arrivait. Mais je souhaite qu'on ne s'arrête pas simplement à une déclaration. Il faut qu'on puisse éprouver les différentes solutions que nous proposons. Et je sais pourquoi je voudrais, peut-être que j'anticipe, mais je pense qu'en revenant aux fondamentaux naturels, en disant à nos populations ce qu'il faut faire, en plus des recommandations faites par le gouvernement, nous pouvons véritablement protéger la plus grande partie de la population. Aujourd'hui, quand je dis à mon enfant, par exemple, il faut manger comme je mangeais au village, c'est difficile, c'est très difficile. Et pourtant. Quelle est la caractéristique de votre alimentation au village? C'est bio? Au village, nous mangeons bio, mais aujourd'hui, hélas, et je ne pense même pas que le bio existe véritablement parce que les pesticides sont invités partout, les produits chimiques sont invités partout. Donc pour vous, si on mange bio, on peut venir à bout du coronavirus? Ce n'est même pas mon avis, c'est un avis scientifique. C'est un avis scientifique. Quand on mange bio, on a la capacité de disposer de suffisamment de nutriments pour renforcer le système immunitaire. Quand simplement le matin on se lève, on mange des fruits avant le repas, le matin, avant le petit déjeuner, on prend des fruits ou des crudités. Et à midi, on prend des fruits ou des crudités avant le repas. Le soir, on prend des fruits ou des crudités avant le repas. Les fruits et les crudités nous apportent ce qu'on appelle des substances phytochimiques. Il y en a plus de 200 qui sont déjà identifiées, mais il y en a plus. Il y en a plus que 200. Les substances phytochimiques ont un rôle important. Les substances phytochimiques jouent un rôle pharmacologique au même titre que les médicaments pharmaceutiques. Mais les substances phytochimiques présentent des avantages très importants. Ils empêchent la tendance de l'organisme à souvent tomber malade. Cela veut dire qu'ils favorisent ce qu'on appelle la bioprophylaxie, le vaccin naturel, qui est d'ailleurs disponible dans la nature pour tout le monde. Et ces produits-là sont sans effet secondaire tant qu'ils restent naturels. Alors aujourd'hui, on me pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut manger? Non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question est de savoir, dans mon environnement immédiat, que ce soit en ville, que ce soit au village, surtout au village, qu'est-ce que je peux manger pour permettre à mon système immunitaire de se renforcer? Alors au village, moi, je conseillerais simplement qu'il faut manger les sauces feuilles. En pays baoulé, on parle de fouenya, on parle de prala, c'est les mots les plus connus. Il faut manger les sauces à base de feuilles de patates, le da. Le taro. Il faut manger la sauce arachide, mais l'arachide qui a été plantée sur un sol vraiment sain et qui n'a pas bénéficié, qui n'a pas été arrosé avec des produits chimiques. Il faut manger la sauce graine, tant qu'on la prépare comme chez moi, en y ajoutant le tigrici, c'est-à-dire des feuilles. Il faut préparer le riz avec la feuille en bas parce que les feuilles d'adjéké qu'on met en bas du riz sont suffisamment riches en polyphénol, sont suffisamment riches en flavonoïdes, sont suffisamment riches en des substances phytochimiques qui vont faire en sorte d'enrichir le riz. Et quand on mange, on peut donner suffisamment de nutriments à son organisme. Donc je pense qu'il faut dire à nos populations qu'en plus des mesures édictées par le gouvernement, il faut bien manger. Bien manger ne suffit pas, il faut manger de façon salutaire. Manger de façon salutaire, c'est de manger des aliments qui puissent m'aider. Vous voulez dire de manger de façon intelligente? Manger, justement, parce qu'en agrothérapie, nous proposons les agrobiotiques qui sont des aliments bio-intelligents. D'accord, on reviendra à vous pour parler de la chlorophylle. Oui, professeur, sur la rapidement. question, effectivement, je suis d'accord avec le docteur, pas dans les sciences agrothérapie que je découvre avec vous, avec beaucoup de d'émerveillement d'ailleurs. Je voudrais dire que dans cette période, effectivement, le système immunitaire, c'est ce qui nous empêche de prendre des infections. Vous voyez le paludisme, c'est transmis par le plasmodium, un petit parasite porté par un moustique. Donc quand on habite à Abidjan, par exemple, on reçoit des piqûres. C'est cela. Mais ce n'est pas toujours qu'on a le paludisme. Mais pourquoi ce n'est pas toujours qu'on a le paludisme alors que le parasite est inoculé régulièrement? Parce que c'est le système immunitaire qui fait que la rencontre entre le corps et un microbe, un virus, un parasite, ne donne pas forcément une infection. Et quand ça donne une infection, cette infection ne va pas prendre forcément le dessus en créant une maladie grave. Pour résumer, comment est-ce qu'on peut protéger ces systèmes immunitaires actuellement? Ce qui peut l'affaiblir, c'est certaines maladies métaboliques courantes, comme le diabète. Dans cette période-là, ceux qui sont diabétiques, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas se sentir stigmatisé ou bien trop exposé. Il faut tout simplement rentrer en relation avec son médecin pour que ce diabète soit
équilibré. Ce n'est pas l'état diabétique qui est la menace, mais c'est le diabétique qui n'arrive pas à contrôler son taux de sucre. Peut-être que lui, il a besoin des médicaments, mais s'il néglige de rencontrer son médecin et de prendre les traitements qu'il faut, il s'expose. L'hypertendu, c'est la même chose. Les hypertendus ne sont pas particulièrement condamnés, qu'ils prennent les traitements qu'il faut pour contrôler sa tension. Donc, actuellement, ceux qui n'ont pas fait des bilans aussi, qui ont des problèmes de santé sous-jacents, ça peut être des problèmes qui peuvent affaiblir le système immunitaire. À part les maladies, qu'est-ce qui peut aussi affaiblir le système immunitaire? C'est l'épuisement. C'est l'épuisement. Voilà, pour avoir un système immunitaire sain, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Ne pas bouger, ça affaiblit. Et trop s'épuiser, ça affaiblit aussi le système immunitaire. La dernière chose sur laquelle je vais terminer par rapport au maintien d'un système immunitaire sain, c'est une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, pas qu'un apport de sucre avec beaucoup de riz et très peu de feuilles, comme disait le docteur, mais aussi il faut un apport de protéines animales pour pouvoir donner quelque chose d'équilibré. Quand l'alimentation est équilibrée, on bénéficie de la barrière que constitue le système immunitaire. Alors, on va sortir de la profondeur du savoir des hommes de science, des médecins. Aristide, je reviendrai à toi. Je donnerai la parole au chef d'entreprise, docteur Diomandé. Alors, nous pensons qu'avec la crise du Covid-19, il faut faire très attention dans les approches. L'approche est très médicale, très sanitaire. C'est une bonne chose. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans une crise économique et une crise sociale. C'est pour ça que les PME, le secteur privé dit qu'il faut aider au maintien des emplois. Il faut continuer la production. Parce que si nous ne continuons pas, les outils s'arrêtent, la production s'arrête, et qu'il y a des chômages, il y a le chômage, les licenciements sont prononcés, nous allons aboutir vers une crise sociale. D'où l'intérêt d'accorder beaucoup d'importance aux propositions des PME pour maintenir l'outil de production, pour maintenir la cohésion sociale. Docteur Diomandé, vous qui parlez de ne pas arrêter la production et tout le reste, que pensez-vous du télétravail? Oui, le télétravail est une excellente chose, mais comme vous le dites, le télétravail, on reste à domicile, on travaille. Mais vous savez... C'est une manière de produire. Mais comment vous allez fabriquer de la chloroquine avec du télétravail? Ça, c'est une belle question. Dites-moi, comment vous allez le faire? On peut le faire en gardant la secrétaire à la maison qui va rédiger le courrier du DG. Elle peut le rédiger à partir de son domicile. Après, il y a le comptable qui peut tenir ses comptes à partir de son domicile. Le pharmacien industriel qui suit la chaîne de production, lui, il va être à la pharmacie. Le personnel de laboratoire peut être dans le labo. C'est-à-dire maintenant à la maison, ce qu'on peut maintenir à la maison, on peut continuer. Ce qu'on appelle le personnel non essentiel. Je vous dis que c'est vrai, c'est une approche, mais ça reste théorique dans la pratique. Oui, à un moment donné, si c'était le cas, on n'aurait pas... Est-ce qu'on a véritablement le choix que de se confiner? Non. Pour nous, il faut respecter les mesures barrières. Il faut pratiquer le télétravail. Mais le télétravail ne peut pas résoudre le problème de logistique, la chaîne logistique. Il y a un problème de chaîne logistique. Comment on résout ce problème? Comment on résout... Non, je pense que les décideurs, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs dans le monde, ne comptent pas réduire les chaînes de production comme vous les identifiez. Mais c'est pour cela que nous disons que nous, parce que dans tous les communiqués, on n'arrête pas de dire les secteurs essentiels vont continuer de fonctionner. Mais pour que le secteur essentiel continue de fonctionner, il faut aider ce secteur d'une manière ou d'une autre. Et aider ce secteur, c'est l'aider à conserver les emplois, c'est l'aider à assurer la chaîne de production pour que celui qui a besoin de ces intrants pour fabriquer les médicaments dont on parle puisse les avoir à temps, puisse utiliser ces médicaments dans la production de son médicament ou même dans la fabrication de tout ce qu'on consomme aujourd'hui comme aliments, comme les produits laitiers. Pour fabriquer du beurre ou du fromage, vous ne pouvez pas le faire avec le télétravail. Il faut des paysans, il faut les avoir sur le terrain. C'est pour ça la contribution du secteur privé, c'est de dire faisons en sorte que l'outil de production ne s'arrête pas. Faire en sorte que nous puissions continuer à vivre d'une certaine façon, mais il faut le faire. Et ça, c'est encore un défi que nous lançons à tout le monde pour dire comment on peut le faire tout en se protégeant. Professeur ? Il y a une notion de crise qui est installée.
pendant la crise, rien ne peut fonctionner comme la période normale qui l'a précédée. Comme d'ordinaire, ouais. Voilà, je comprends ici la préoccupation du docteur Diomandé, c'est important. Même la lutte, la riposte sanitaire elle-même va forcément s'adosser à un minimum de fonctionnement, même pas un minimum, à un bon fonctionnement du système économique des entreprises. Le ministère de la Santé, les médecins, l'hôpital a besoin de l'entreprise, même pendant la riposte actuelle. Ça, il faut le comprendre. Mais seulement, on se retrouve dans une certaine complexité. Si on ne fait pas attention, chacun dans son secteur essaie de tirer le drap de son côté. Donc il y a cette approche de complexité qui fait que le gouvernement, comme le peuple, doit comprendre que chacun doit... C'est un moment de sacrifice. Voilà, et on doit faire un apport en faisant appel à toutes les compétences. Ici, il y a beaucoup de besoins d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité. Regardez la crise, je ne sais pas l'avis des psychologues, j'attends d'en rencontrer un, mais je sais qu'il y a une dimension psychologique. On prévoit d'en inviter un dans nos prochaines émissions. Voilà, il y a une dimension psychologique importante, une dimension sociologique. On voit des types de comportements. C'est tout le monde qui peut intervenir. En même temps, cette complexité pose des fois la question des priorités. Si tout semble important, qu'est-ce qui doit passer avant l'autre? La priorité actuellement est sanitaire, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes collatéraux qui vont venir aggraver le problème sanitaire lui-même. C'est ce qui fait que dans les choix politiques, il y a eu des problèmes éthiques qui se sont posés. Il y a des gouvernements qui ont été critiqués pour le fait qu'ils voulaient négliger un peu l'aspect sanitaire afin de s'en sortir un peu plus solide en post-crise. Et ça a posé un problème éthique. On a pensé que certains ont hésité à utiliser les mesures barrières. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les contradicteurs et les critiques qui l'ont dit. Ils ont voulu négliger un peu les mesures barrières afin de privilégier une des économies les plus solides après la crise. Donc, cette complexité fait qu'on a des fois des choix à faire et c'est vraiment une situation de crise qui relève vraiment de l'appel à agréger toutes les intelligences nationales pour pouvoir s'en sortir. Docteur Gabré? Mais dans ce débat, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en Afrique, nous n'avons pas les mêmes outils de travail qu'en Occident. Et ici, combien de personnes dans une entreprise peuvent manipuler un ordinateur correctement pour travailler? Alors, nous sommes officiellement autour de 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il y a 34 millions de personnes qui possèdent un smartphone, un téléphone connecté à Internet. Oui, je suis d'accord. Ça vous dire déjà le niveau de connectivité de la population. Je suis d'accord, ça c'est la connectivité, mais je ne pense pas que ce soit dans le domaine tout à fait professionnel. Et puis de toutes les façons, pour fabriquer un produit, moi, je travaille avec le café, le cacao. Hier, c'est une dame, c'est son usine avec laquelle je travaille. Elle me disait, mais docteur Gabré, si vous ne passez pas les commandes maintenant, à partir de la semaine prochaine, à cause du confinement, on risque de fermer. Mais oui, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un devant la machine pour travailler. On ne peut pas manipuler, on ne peut pas faire fonctionner une machine en étant à la maison. Donc, mais sans forcément être... Je ne suis pas contre les mesures qui ont été prises, mais je pense qu'il faut prendre ce facteur-là en compte. En Afrique, nous avons encore des usines qui sont, pour la plupart encore, où on a besoin de présence humaine pour qu'elle fonctionne. Mais la présence humaine, si elle-même est exposée à un mal qui peut l'anéantir, il y a un choix à faire. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas contre les mesures qui ont été prises. Mais de toutes les façons, je pense que le politique, il est suffisamment responsable pour prendre des mesures d'accompagnement pour maintenir l'outil de production et faire en sorte... Parce que de toute façon, l'outil de production contribue au bien-être social des populations. Aristide? Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu vois, Ali, c'est pas pour faire... je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je voudrais d'abord te féliciter parce que, pour une fois, tu as suivi les recommandations du chef de l'État. Ce n'était pas possible qu'on puisse retrouver quelqu'un qui fait de la recherche endogène avec quelqu'un qui a fait un parcours classique sur le même plateau. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que ce que nous recherchons, on ne peut pas rejeter d'un revers de la main ce que dit le docteur Diomandé. On recherche une solution
Et on a la solution ici. Tout à l'heure, professeur Yaya Karamoko a dit que lorsque on est en contact avec, souvent on est en contact avec la nouvelle femelle qui transmet le paludisme, on ne fait pas le paludisme parce que notre système immunitaire est préparé. Et tout à l'heure, Dr Gabré a dit que lorsqu'il fait ses préparations, souvent quand on prépare le riz, on met une feuille d'attiqué parce que cette feuille, tu te souviens de l'émission du 12 janvier, on avait parlé du phénomène de la glycation des cellules, rompre la glycation. Ce phénomène, c'est pour rompre donc la glycation. Et pour ça, Yaya Karamoko a dit que certaines maladies qui affaiblissent l'organisme, il y a le diabète. Mais je peux vous dire ici avec assurance que Dr Gabré a donc une solution pour rompre le phénomène de la glycation et pour donc réguler le phénomène du diabète. Donc, si nous avons des solutions endogènes qui nous permettent d'optimiser notre système immunitaire, ça veut dire qu'à partir du Sud, nous pourrons nous réapproprier notre propre regard sur la force du discours dont nous-mêmes nous sommes porteurs. Et à partir de ce moment, nous observons les mesures étatiques, mais nous tenons en compte ce que dit Dr Diomandé. Si nous sommes capables d'augmenter notre système immunitaire en respectant les consignes, on peut remettre en marche l'outil de production. Voilà. Parlant de solutions, aujourd'hui, le monde entier, les yeux des milliers, des milliards de citoyens dans le monde entier sont rivés vers un produit qui semble être présenté comme la panacée miracle. Je veux qu'on parle de la chloroquine. C'est un traitement, un protocole qui a été proposé, enrichi, développé par un professeur de médecine, infectiologue français, le professeur Didier Raoult. Je vous propose de suivre ce reportage et on poursuit le débat juste après. Charlatan pour les uns, précurseur pour d'autres, le professeur Didier Raoult est spécialiste des maladies infectieuses depuis 30 ans à Marseille. Membre du conseil scientifique Covid-19 auprès du gouvernement français. Fin février, via une vidéo, il annonce la fin de partie contre le nouveau coronavirus. Pour lui, la chloroquine, une banale molécule utilisée contre le paludisme, serait l'arme principale pour annihiler le Covid-19. Alors maintenant, il y a un traitement qui vient d'être proposé par les Chinois, qui était un traitement qui était prévisible, puisque la chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. Donc on l'utilise depuis 30 ans, qu'on connaît parfaitement, on en connaît le dosage, on connaît tout. La chloroquine était probablement un médicament d'avenir dans les infections virales il y a 10 ans de ça. Les critiques affluent concernant la démarche du professeur, notamment de FakeMed, un collectif de scientifiques en lutte contre les fausses informations dans le domaine de la santé et de professeurs mettant en garde contre les effets indésirables de ce médicament. Didier Raoult n'en démord pas pour autant. De mon point de vue, il y a une espèce d'excitation. Il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins. Et donc, si vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus, le nouveau vaccin. Enfin, si vous regardez le nombre de nouveaux vaccins qui ont été commercialisés depuis 30 ans, vous savez, la chance de faire un vaccin qui va être commercialisé est proche de zéro. L'hydroxychloroquine, un antipaludéen, pourrait être un don du ciel contre la maladie selon Donald Trump. Une étude française récente portant sur le nombre de patients a montré que le médicament, un dérivé de chloroquine, était particulièrement efficace contre le Covid-19, notamment lorsqu'elle a été prise avec l'azithromycine, un antibiotique. Un décret paru ce jeudi 26 mars en France indique que l'hydroxychloroquine peut être prescrite, dispensée et administrée sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19. L'espoir de mettre un terme au Covid-19 viendra-t-il de Marseille, précisément du professeur Didier Raoult? La question reste posée à l'ensemble de nos invités. Voilà un professeur qui, depuis l'institut qu'il dirige à Marseille, évoque sa conviction sur l'efficacité de la chloroquine sur le traitement des patients atteints de Covid-19. Et cela a créé une polémique. Professeur, dites-nous, la chloroquine, c'est la panacée miracle? Oui, ça pourrait être peut-être pas la panacée miracle, mais un traitement qui va changer le cours des choses dans cette pandémie, d'autant plus qu'au moment où son processus de conception est en train d'arriver à maturité et quitter certains champs polémiques, c'est en ce moment que le monde en aura le plus besoin et la plupart des épidémies, en Afrique, les épidémies n'ont pas encore du tout approché leur pic, ça peut être une opportunité réelle.
Sur le professeur Raoult, il y a un grand malentendu d'abord. L'affaire chloroquine-Raoult relève aussi un peu d'une affaire, d'un emballement médiatique qui est en dehors du champ biomédical, de la recherche et des réalités scientifiques. C'est dû à un certain style que le professeur lui-même il a eu. Sa première vidéo qui était intitulée Covid-19, fin des parties, c'était une boutade. Et je suis sûr que... Vous trouvez qu'il s'est précipité ? Je ne pense pas. Un savant de cette envergure, ça je le dis d'abord, quelqu'un a dit certains le prennent pour un charlatan. Aucun scientifique ne pourrait prendre professeur Raoult pour un charlatan. C'est quand même une star dans la sphère scientifique. Et les chahuts dans les médias. Mais quand on regarde les interactions scientifiques entre lui et ses contradicteurs, chacun a du respect pour l'autre. Le professeur Raoult, le scientifique, sa valeur, son sérieux est pesé par la qualité de ses publications. Et le professeur Raoult fait partie des infectiologues les plus respectés au monde. C'est-à-dire qu'il publie dans les revues, à comité de lecture, supervisé par les pairs, les plus cotés dans le domaine scientifique et de l'infectiologie. Il fait partie vraiment de ces sommités exceptionnelles qu'on peut trouver dans le domaine de la recherche infectiologique. Donc, il y a cette personnalité, il y a cette autorité. C'est une autorité, et c'est une autorité sur la chloroquine. Parce que les recherches de Raoult ne datent sur la chloroquine en infection ne datent pas de maintenant. Il faut dire aussi, pour mieux comprendre, les recherches sur les capacités antivirales de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine aussi ne datent pas de maintenant. Même sur le VIH, la chloroquine a été essayée sur beaucoup de virus. On lui soupçonne depuis longtemps des capacités antivirales. Et c'est ainsi que la porte a été ouverte dans le cas du Covid-19 par la Chine, enfoncée par la Chine, qui a été le premier à avoir beaucoup de patients qui pouvaient passer à des essais. La Chine a développé un protocole qui a eu des résultats encourageants. C'est sur ces protocoles que le professeur Raoult, fort de son expérience personnelle avec la chloroquine et en infectiologie, a sorti un autre protocole qui ajoute un antibiotique, l'azithromycine, qui est capable, les macrolides sont capables d'aller trouver les germes qu'il y a à l'intérieur des cellules. Et son protocole, il l'a fait en fait dans les conditions de son engagement personnel, de son institut, qui est un grand institut, mais qui, dans l'urgence, a fait son travail sur des échantillons limités, une vingtaine d'échantillons. Et il n'a pas respecté certaines règles habituelles sur lesquelles on décède pas. Méthodologie. Voilà, notamment le placebo. C'est-à-dire quand on donne le médicament qu'on va essayer pour la première fois sur une maladie, on donne quelque chose qui est censé être un médicament mais qui ne contient rien du tout. Et en plus, il y a d'autres techniques qui permettent d'avoir une signification biostatistique après. Ces techniques-là ont manqué. Les résultats qu'il a eus, il faut le reconnaître, ce sont des résultats très intéressants et très significatifs, mais seulement. Les résultats du professeur Raoult étaient des résultats virologiques. Il a suivi la virémie, le taux de la charge virale qu'il y a chez les malades, notamment sur la vingtaine des malades. Ceux qui ont pris le médicament se sont retrouvés, 90% de ceux-là se sont retrouvés très rapidement avec une charge virale nulle, alors que c'est seulement 25% des patients qui n'avaient pas suivi son protocole. Maintenant, la critique des collègues vient essentiellement des biais biostatistiques auxquels on n'est pas habitué, ce n'est pas dans les règles de l'art. Et l'autre critique principale venant de ses confrères médecins et de ses collègues aussi scientifiques vient du fait que la clinique n'était pas suivie. C'est-à-dire l'étude, sa publication, pas les déclarations. Quand on regarde les publications scientifiques validées, ceux-là ne parlaient pas de l'évolution de l'état du patient. Ça parlait plutôt de la charge virale. La charge virale... Est-ce qu'on peut avoir un patient qui a une charge virale qui, au bout du jour, diminue suite au traitement avec la chloroquine et l'azithromycine et qui n'est pas guéri? Cela peut arriver? Bon, je ne veux pas, parce que là, on rentre dans la clinique, je ne veux pas vraiment me prononcer, mais il y a une corrélation très forte entre la diminution de la charge virale et le rétablissement. Dans le cas concret, les études cliniques, les recherches cliniques vont montrer quelle est la nature de cette corrélation. Très bien. Docteur Gabré? Non, mais vous savez, moi, je ramène toujours le débat en Afrique ici.
on constate très bien que là, on parle de ceux qui sont déjà malades. Ma préoccupation, c'est plutôt ceux qui ne sont pas encore malades. La prévention. Et la prévention. Parce que les spécialistes en la matière, et le professeur conviendra avec moi, disent que quand l'immunité est suffisamment haute, alors on ne peut pas attraper le Covid-19. Et c'est là-dessus qu'il faut tabler. Est-ce que vous Et pour avoir une immunité haute, il faut manger équilibré. Il faut manger équilibré et consommer des boissons d'accompagnement qui sont naturelles, notamment la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un produit dont les vertus ont été découvertes il y a quelques années par deux chimistes français, Joseph Pelletier et Joseph Bien-Aimé Coventou. Ils ont montré que la chlorophylle, elle est riche en minéraux, en oligo-éléments et en tout cas, énormément de substances biologiques. La chlorophylle, c'est une boisson complète parce qu'elle permet à l'organisme de faire sa détoxification, c'est-à-dire son auto-nettoyage, de faire la régénération et de faire la redynamisation. Toutes choses qui contribuent à élever suffisamment l'immunité, de telle sorte que, quel que soit le virus, le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est un fait naturel. Quand l'immunité est élevée, en principe, il n'y a aucun virus, il n'y a aucun microbe qui peut vraiment pénétrer dans l'organisme. Donc c'est à ça qu'il faut travailler. Parce que ceux qui sont malades, ils le sont déjà, on parle de médicaments, mais même ceux qui sont malades, s'ils mangent ce qu'il faut, les aliments salutaires, tout en prenant les médicaments qu'on leur propose, ça va contribuer à renforcer le système immunitaire et ça leur permettra de sortir de la maladie. Est-ce qu'il y a un lien entre la chloroquine et la chlorophylle? Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que moi, je fais l'agrothérapie. Le professeur est là pour nous le dire, mais je vais simplement dire que la chloroquine... Alors, pour être très pratique, vous proposez aux téléspectateurs qui nous suivent de consommer la chlorophylle. Où est-ce qu'on la trouve, la chlorophylle? Alors, la chlorophylle, c'est le ver qui... Enfin, le pigment qui fait les... On va parler simplement, quand on a une feuille verte, il y a la chlorophylle là-dedans. Mais ce que nous, on propose au niveau de l'agrothérapie, c'est l'agrophile, c'est-à-dire plusieurs chlorophylles qu'on associe à cause de ce qu'on appelle, disons, de l'équivalence calorique. Parce qu'on peut trouver une substance dans une feuille et ne pas forcément trouver la même substance dans une autre feuille. Donc, pour être prudent, pour être véritablement concret et performant, il faut associer plusieurs feuilles. Nous avons eu l'avantage d'approcher des laboratoires avec lesquels nous avons analysé les feuilles que nous utilisons. Et donc, quand nous proposons notre chlorophylle, enfin on dit chlorophylle, mais... Et c'est un procédé qui jouit d'une certification médicale. Alors, je dois dire que nous bénéficions de reconnaissance scientifique. Nous avons fait analyser nos produits au laboratoire central d'agrochimie et d'écotoxicologie pour les produits sous forme café, cacao. Nous sommes allés à Lomé, l'université de Lomé s'est saisie de notre dossier, enfin, le département scientifique avec le professeur de Souza. Ils ont analysé nos produits, on nous a donné un papier. Pour le contenu de nos produits, nous approchons le centre d'analyse des déchets de Petrosi, qui est un laboratoire qui appartient à Petrosi, mais un laboratoire très performant. Ils ont même un microscope électronique à balayage. Et donc, nous avons ces certifications. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore partout sur le marché parce que nous disons qu'il faut respecter les normes. Et récemment, nous avons eu la chance d'avoir un partenaire et une institution, je ne dirai pas le nom, le responsable lui-même s'est présenté à la télévision pour le dire. Et nous bénéficions d'un accompagnement pour faire les choses vraiment selon les règles de l'art, bénéficier de tout l'accompagnement administratif. Pour le moment, on ne trouve pas nos produits partout ailleurs. Nos produits, nous les avons. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fonction des résultats... Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui, en ce moment, n'ont d'œil que pour tout ce qui serait solution de prévention ou de traitement en cas de maladie contre le Covid-19. Alors, très clairement. Alors, est-ce que vous avez une solution? La chlorophylle, ce n'est pas un médicament miracle. Pour le moment, on dit en Occident qu'il n'y a pas de médicament. La chlorophylle n'est pas un médicament miracle. Cependant, compte tenu des résultats que nous avons par le passé sur des gens qui ont eu des grippes sévères, qui ont eu d'autres maladies, nous pouvons dire que la chlorophylle pourrait faire quelque chose. Nous n'avons pas un résultat aujourd'hui pour lequel nous allons dire nous avons traité le Covid-19, la personne est guérie, scientifiquement ce serait faux, ce serait irresponsable. Mais je peux simplement dire qu'en mangeant, comme nous conseillons, tout à l'heure le professeur disait, que ce soit les diabétiques, les hypertendus, aujourd'hui s'ils reviennent aux fondamentaux naturels, en mangeant des choses naturelles, des choses un peu plus biologiques,
des choses qui ne sont pas tout à fait trop préparées. Le champignon, les feuilles. Chez nous, j'ai observé, mais ça on a fait, disons, on a regardé. Il faut préparer la banane avec la peau, il faut préparer l'igname avec la peau. Toutes choses qui contribuent à enrichir nos aliments, on peut véritablement se protéger en mettant en œuvre toutes les mesures édictées par le gouvernement, c'est-à-dire compliquer le parcours du virus, lui perdre suffisamment de temps, lui faire perdre des forces pour qu'il meure à l'entrée de l'organisme. Donc, je voudrais simplement conseiller qu'il faut manger de façon salutaire et boire la chlorophylle. Si quelqu'un, dans son environnement, peut trouver des feuilles qu'il connaît, qui ne sont pas toxiques, il peut préparer la chlorophylle et la consommer. À défaut, peut-être une consommation. Parlant de feuilles, justement, professeur Aristide, docteur Diomandé, vous avez certainement vu que les feuilles de Nîmes ont commencé à être recherchées à Abidjan. Tout le monde s'y adonne à cœur joie. On n'en trouve même plus presque. Vous disiez en off que dans votre université, les feuilles de Nîmes ont été prises d'assaut par plusieurs personnes. Est-ce que les feuilles de Nîmes ont un impact de guérison sur les malades du Covid-19? Normalement, en tant que scientifique, les vérités se basent sur l'expérimentation et des observations, et quand on peut les répéter. On ne peut pas le dire si on n'a pas traité des gens qui sont malades de Covid-19 et observer ce qui va arriver après ce traitement-là. L'emballement est dû au fait que, quand on a parlé de l'hydroxychloroquine, pour y revenir, l'hydroxychloroquine, tout de suite, vu l'état d'angoisse, les gens se sont demandé où est-ce qu'on peut trouver de l'hydroxychloroquine. En fait, est-ce que les feuilles de Nîmes ont des propriétés En fait, ils étaient prêts à l'automédication. Comme il n'y en a pas qui traînent, ça peut exister dans le marché noir qui traîne ici. Et rapidement, la rumeur est partie sur les réseaux sociaux qui disent que la chloroquine vient des Nîmes. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. La chloroquine ne vient pas des Nîmes et ça ne vient d'aucune plante. Il y a la quinine qui vient d'une plante et la chloroquine, chimiquement, est proche de la quinine, mais la chloroquine, c'est une substance que l'être humain a synthétisée. Ça ne vient pas d'une plante. Le goût amer commun avec la nivaquine que nous avons connue et les Nîmes et le fait que les deux étaient utilisés pour traiter le paludisme ne fait pas que la chloroquine vienne des Nîmes. À propos des Nîmes, ce qui peut être important à dire, c'est qu'on se base sur notre pharmacopée traditionnelle. Ça reste important. Si le chef de l'État a parlé des tradipraticiens, on parlait tout à l'heure de préparation avant la crise. Déjà, il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a pris la question, le ministère de la Santé a pris en compte la question de l'intégration et de la coopération entre la médecine et les médecines alternatives. Il y a même une direction au ministère de la Santé qui s'occupe de la question. Et ces choses ont commencé à être concrétisées déjà à l'université. Il y a des départements chez nous qui font de l'ethnopharmacologie et qui sont spécialisés dans comment tirer ces savoirs endogènes-là. Et mettre de là à abuser, comme on abuse déjà des médicaments pharmaceutiques, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Dans notre pratique traditionnelle, nos parents, ils savent très bien que ce qui guérit peut être aussi toxique. Ils avaient leur manière au village d'utiliser les feuilles de Nîmes contre le paludisme. Ils ne s'est jamais agi de boire en prévention du paludisme. Quand ils sont malades, ils boivent une décoction, une petite quantité. Généralement, ça ne dépasse pas 3 à 4 jours. Ils ont d'autres usages de ces plantes-là. C'est de se laver avec la décoction, prendre peut-être des principes actifs par les pores et aussi de prendre la vapeur, une manière de prendre les huiles essentielles de ces plantes, mais ingurgiter des quantités importantes de décoction d'une plante qui est reconnue pour sa toxicité. C'est dangereux. Oui, en cas de mésusage, d'abus. Parce que ce qu'on est en train de voir à Abidjan, ça ne correspond pas à ce qui se passe au village, ça ne correspond pas à nos recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère ne demandaient pas de garder des bidons de Nîmes, de les boire en prévision. Si on le fait, mais cette plante contient beaucoup de substances actives qui ont une certaine toxicité. La preuve, l'huile de la graine de cette plante est utilisée en agriculture biologique comme insecticide et ça présente une certaine toxicité. Si on le fait comme ça, on abuse, alors pour se débarrasser de cette décoction, le foie et les reins
vont faire un travail extraordinaire. Et si on leur met trop la pression, on s'expose à des maladies comme l'insuffisance rénale. Très bien. Docteur Diomandé, quel commentaire? Voilà, moi mon commentaire d'abord c'est sur la recherche scientifique. Vous allez parler du professeur Raoul. J'interviens en tant que scientifique qui fait de la recherche également. Mais je me dis finalement c'est quoi la recherche? Si le professeur Raoul arrive sans respecter des protocoles à guérir des malades. Est-ce que dans la sphère médicale on parle de guérir des malades? Non, à soigner des malades. Voilà, moi je ne suis pas à soigner des malades ou guérir. Je veux dire, est-ce que l'échantillon, par exemple, de plus de 20 patients auxquels il a soumis la chloroquine, qui s'en sont sortis fortement, qui ont commencé à bien se porter, est-ce qu'au niveau scientifique, on peut... Voilà. Donc, moi, je reviens sur l'épistémologie même de la recherche. Oui. Oui, parce qu'il y a un problème entre la recherche pragmatique, la recherche hypothético-déductive et autres. Le problème aujourd'hui, moi je dis, dès l'instant où, en tant que praticien, il arrive à résoudre une problématique, pour moi c'est de la recherche. C'est de la recherche. Les approches, donc pour vous, on ne doit pas se soumettre à trop de protocoles. On ne doit pas polémiquer parce que le résultat de la recherche, vous faites une thèse. Si vous faites une thèse, que vous conservez votre thèse dans une bibliothèque qu'elle n'est pas publiée, quel est l'intérêt de la thèse? Quel est l'intérêt de votre recherche? Pour moi, ce problème, on ne doit pas en faire un débat. Dès l'instant où il nous propose quelque chose et que cette solution apporte des solutions, il faut regarder. Ça, c'est mon approche par rapport à la science. Mais par rapport à ma posture d'homme d'affaires, d'entrepreneur, je me dis, finalement, on parle de pharmacie, on parle de synthétiser ces médicaments, mais qui va le faire? C'est les entreprises. Vous voyez un business derrière? Il y a du business, absolument. Pour moi, c'est vrai, je suis d'accord avec le professeur quand il dit il faut les mesures barrières, c'est très bien. Mais on ne peut pas rester. Il faut imaginer des solutions. On va recommencer à vivre, on va recommencer à travailler. Voilà la solution. On ne peut pas rester dans cette psychose où on ne travaille plus, tout s'arrête parce qu'on a peur. Non, non, non. On a des solutions. L'homme doit vivre. Allons-y. Il faut remettre progressivement les entreprises, trouver des mesures barrières à appliquer. Quand vous travaillez dans la restauration collective, les mesures barrières existent depuis longtemps. Le HACCP, qu'est-ce qu'on dit? Il faut porter des gants, il faut se laver, il ne faut pas se moucher dans la cuisine, il ne faut pas faire ceci. Les procédures de décongélation existent. Il y a toute une norme. La norme 22 000 existe. Ce n'est pas maintenant. Demandons à nos entreprises d'appliquer les normes et d'être stricts sur les normes, sur la réglementation. Point barre. Mais en même temps, on met les gens au travail. Mais en même temps, vous dites qu'il faut respecter les normes, mais en même temps, vous dites le professeur a fait ses preuves sur quelques malades, ça marchait, oui, mais il faut y aller. C'est des normes, le professeur, ce qu'il a utilisé. Vous savez, en matière de science, ça on l'a quand on va dans des colloques scientifiques où vous avez d'un côté, il y a des approches. Voilà, qui se confrontent vraiment dans la science. Lorsqu'on réfléchit sur l'ontologie de la recherche, l'épistémologie, qu'est-ce qu'on fait de la recherche, mais il y a des vrais débats. Oui, quand vous allez en management, ils vont vous dire, quelqu'un qui est professeur de management, qui travaille, mais il peut parler de management. C'est bien, théorique, faire une recherche de littérature, mais il n'a jamais géré une entreprise, ce n'est pas la même approche. Il peut parler de ce que les gens ont dit. Donc pour nous, aujourd'hui, et je reviens là-dessus, on va demander des efforts au gouvernement, mais je pense que les efforts, les mesures de barrières doivent être utilisées. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on peut remettre les choses en place progressivement. On vous a bien compris. Docteur Gabré? Oui, je voudrais simplement dire que quand on parle de science, le mot science, c'est un mot polysémique, il a plusieurs sens. Entre autres, la science, c'est un ensemble de connaissances susceptibles d'être vérifiées par l'expérience. Le mot expérience vient du mot latin experientia, qui veut dire vérifier. Donc, le fait d'expérimenter quelque chose peut nous amener à classer cette chose-là, sur ça, dans la rubrique scientifique. Moi, je pense que c'est dans une situation comme la nôtre aujourd'hui, avec le coronavirus, qu'il faut oser. Nous proposons des solutions endogènes. Mais qu'on nous appelle, qu'on nous écoute, qu'on nous dise, bon, écoutez, essayez, et puis on va voir. Et puis à partir de là, on tirera la conclusion. C'est un appel de bonne guerre, surtout que le chef de l'État a ouvert. Je pense, a fait l'ouverture. Parce qu'on va rester là à faire des discours, mais on n'en sortira jamais. Il faut que pour une fois en Afrique, on prenne des décisions en disant, bon, on considère que quand quelqu'un a le coronavirus, c'est, excusez-moi, entre guillemets, c'est un mort virtuel.
Bon, s'il est mort, autant faire des expériences, parce que de toute façon, les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, il a fallu charcuter des hommes, des femmes et tout ça pour, disons... Ce que vous dites, c'est que les autorités sanitaires doivent vous associer rassembler à la recherche pour trouver une solution. Sur la question, je me sens interpellé un peu par l'intervention de Dr Demandé et aussi du Dr Gabriel par rapport à aux travaux du professeur Raoult et de l'accueil que ces travaux-là ont eu quand il est passé faire une vidéo. Je le disais au début, il y a un emballement médiatique quand même. Le professeur Raoult a remporté la bataille, une bataille de communication, de crise, qui a fait que ses interactions avec les collègues ne sont pas connues. Ce que la santé publique française pense de lui n'est pas vraiment connu. Ce sont les boutades et les répliques du professeur Raoult et de ses collègues en dehors de la documentation scientifique qui sont très connues. Et quand le comité scientifique français s'est réuni, le professeur Raoult a beau être une grande sommité de la médecine et de l'infectiologie, mais des gens comme le professeur Françoise Barré, prix Nobel de médecine sur la base de ses recherches virologiques en sciences, c'est la collégialité, c'est l'évaluation par les pairs, c'est ce qui a manqué à l'engagement final du professeur Raoult à généraliser, cet appel à généraliser. Je peux entendre la réticence des pairs sur la question parce qu'il y a d'autres fois où on a observé de l'efficacité clinique des médicaments, mais le praticien, le pharmacien, tous les deux, ils ont deux soucis importants. L'efficacité pour soigner, mais aussi la sécurité de leurs patients. Voici pourquoi le domaine biomédical, l'exercice de la médecine et du métier des pharmaciens, ce sont des choses extrêmement réglementées. Qu'est-ce qui a entraîné ce penchant à la réglementation et à la mise en ordre? Ce sont certaines dérives qui ont été observez, regardez l'affaire Mediator en France. Ouais. Mediator s'est présenté, ce médicament s'est présenté comme une solution à faire des résultats miracles. Mais après, pour la France seule, c'est 500 à 1000 morts et un procès compliqué qui hante encore les coulisses des tribunaux français. Il y a eu beaucoup d'accidents. Donc, il y a l'efficacité et il y a la sécurité des patients. Permettez-moi de terminer pour dire qu'en fait, on n'a jamais méprisé les résultats du professeur Raoult. Sinon, si on les avait méprisés, on n'allait pas susciter aussi rapidement, mobiliser un financement aussi important pour pouvoir lancer une étude clinique dans les règles de l'art pour compléter ce qui a manqué à son travail. Alors, très rapidement, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Très rapidement, quel message pouvez-vous donner à tous ces téléspectateurs, tous ces internautes qui se ruent vers les pharmacies à la recherche de chloroquine et d'azithromycine? Est-ce parce qu'il peut y avoir de l'automédication, cela présente des risques. Donc très rapidement, vous donnez votre point de vue sur cette question. Et deuxièmement, la deuxième question que je vous pose à tous sur ce plateau, est-ce que l'espoir est permis? Ce sera le dernier tour de table. Professeur. D'accord. Sur le protocole du professeur Raoult, chez les médecins, quand on dit protocole, c'est un traitement qui n'est pas évident. C'est très loin d'être fait par tous les médecins s'ils n'ont pas le protocole lui-même. Le protocole est partagé, mais c'est une affaire de médecins. Ce que moi, je recommande, notre gouvernement est déjà dans des dispositions pour l'essayer. Mais la manipulation de ces médicaments, c'est lui qui va vouloir encourager des gens à prendre de la nivaquine. D'abord, l'hydroxychloroquine, ce n'est pas la chloroquine, c'est une autre dérivée de la chloroquine. Prendre des médicaments, parce qu'il y a des ateliers de fabrication des médicaments de rue en Afrique de l'Ouest. Donc, quand on va traîner des choses, ceux qui vont s'acharner à les prendre, la nivaquine est quelque chose de très toxique. Absolument. Peut tuer en une prise de 6 grammes, peut tuer immédiatement une personne. Donc, les abus, il ne faut pas les faire. Raoult n'a pas appelé les gens à avaler eux-mêmes de l'hydroxychloroquine. C'est un protocole. L'azithromycine, c'est accompagné de d'autres choses dont on ne parle pas sur YouTube. C'est les médecins qui comprennent entre eux. Et surtout, si ton docteur te prescrit, tu prends. Si ton docteur te dit ne prends pas, ne prends pas. Et si tu veux l'acheter, achète-le avec le pharmacien. Sinon, tu peux avoir des poisons qui ont une image de comprimé. C'est ce qui est important à savoir. À propos d'espoir,
il ne faut pas que l'angoisse vienne affaiblir aussi le système immunitaire. C'est vrai qu'en science, le système immunitaire, on parle de compétences. On ne parle pas vraiment de booster, mais on parle d'éviter ce qui va nuire. L'angoisse peut nuire. Personne n'est condamné. Même ceux qui ont des maladies chroniques, ce n'est pas de la condamnation. On prend des mesures, on essaie de faire un peu plus attention à sa santé et en faisant cela, on doit garder de l'espoir. Il ne faudrait pas que l'angoisse l'emporte. Aristide? Oui, il faut seulement rappeler que peut-être c'est une boutade, hein, pas une boutade, c'est une réalité, que professeur Raoult est né à Dakar et que les Africains estiment que comme il est né à Dakar, c'est un Africain. Juste pour dire quoi? Pour dire que tout à l'heure, il parle d'une molécule synthétisée, synthétique, si on peut dire ça comme ça. C'est pourquoi le retour aux fondamentaux nous intéresse, parce que l'OMS même reconnaît que 75% de la population mondiale a recours aux plantes médicinales pour se soigner, et qu'en Afrique de l'Ouest, c'est 90% de la population d'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que, comme ces plantes ne sont pas synthétiques et qu'elles sont naturelles, ça veut dire que ça a toujours des résultats. Donc, c'est une opportunité, je le redis, après le coronavirus, le monde ne sera plus pareil. Si le monde n'est plus pareil, c'est une opportunité qui arrive derrière ce drame pour que l'Afrique prenne la parole et s'affirme aux yeux du monde. Docteur Diomandé? Oui, alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a une crise sanitaire. Il faut faire attention qu'elle ne se transforme pas en crise économique, en crise sociale. Pour cela, le patronat des PME pense qu'il faut apporter des mesures d'accompagnement aux PME pour qu'on puisse conserver les emplois, pour qu'on puisse maintenir les chaînes de production, les chaînes logistiques. Si cela semble difficile, il faut imaginer notre solution. Cette solution, c'est quoi? Les mesures barrières, OK, mais progressivement mettre l'outil de production en marche avec des mesures de protection. On ne peut pas arrêter le business. Très bien. Docteur Gabriel, l'espoir est permis? Mais, mon frère Ali, je voudrais simplement dire que l'espoir est grandement permis. Parce que de toutes les façons, le Covid-19 passera. Si nous nous attelons à appliquer les mesures que le gouvernement a édictées, mais si chacun à son niveau s'est dit, moi personnellement, il faut que je puisse faire quelque chose pour ne pas être atteint. Nous, en agrothérapie, nous disons que l'organisme de chacun d'entre nous est son propre médecin. Il faut simplement lui fournir les outils qu'il faut pour faire sa propre prévention et sa propre thérapie, et puis en plus, suivre avec l'entretien. Simplement manger comme il faut, normalement, au village, manger des champignons, manger des feuilles, manger des fruits, manger des crudités, toutes choses qui vont nous apporter les substances qui ne sont pas dans les aliments cuits, et puis accompagner tout cela avec une boisson tout à fait naturelle, la chlorophylle. Elle fait ses preuves depuis des années, et je suis persuadé qu'en suivant ses conseils, il n'y a pas de raison à désespérer. Merci à vous, chers invités, d'avoir enrichi ce débat autour du Covid-19, cette maladie de la famille des coronavirus. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.